Ouverture au Portugal du Forum économique ivoiro-portugais. Il regroupe les entreprises ivoiriennes et portugaises pour des échanges en vue de nouer des partenariats d'affaires. Des images dans ce 13h. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale des veuves. 245 millions de veuves dans le monde, dont 115 millions vivant dans une extrême pauvreté. C'est donc une journée pour changer leur vie. Dans ce 13h, une incursion dans le milieu des veuves. Plus de 46 millions de Britanniques votent ce jeudi 23 juin pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, une décision qui pourrait changer le cours de leur histoire et celui de l'Union européenne. Bonjour à tous. Commençons par ces images qui nous viennent du Portugal. Des images qui montrent bien une nouvelle ère dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. L'économie est un facteur clé du renforcement de cette coopération entre les deux pays. Le premier forum économique se tient donc en ce moment même à Porto. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan préside ce forum. Au total, 200 hommes d'affaires des deux pays vont tenter de rapprocher leurs offres et leurs demandes d'affaires. Le forum va se tenir toute la journée et la Côte d'Ivoire entend saisir l'occasion pour vendre son attrait touristique au Portugal. Écoutons à ce propos le directeur général du CEPICI, Essis Esmel Emmanuel. L'économie portugaise, c'est un petit pays, mais qui est riche en compétences en matière d'agro-industrie. C'est le grand transformateur du chocolat. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. En matière de BTP, en matière de grands travaux, en matière d'engineering, en matière d'énergie renouvelable. Voilà autant de domaines, je veux dire, qui sont de la compétence du Portugal et que nous sommes venus chercher aujourd'hui parce que l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, les 2 dernières années, c'est près de 4,4 millions d'euros d'investissements qui ont été réalisés par les entreprises portugaises et qui n'est pas à la hauteur, je veux dire, des relations diplomatiques que nous avons avec ce pays. Donc aujourd'hui, on a venu chercher la part, je veux dire, du Portugal dans ce PND 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA que nous attendons. Hier encore, on avait à peu près 150 entreprises portugaises qui se sont inscrites, donc pour à peu près 180-200 personnes. Du côté ivoirien, c'est une cinquantaine d'entreprises ivoiriennes qui sont venues. Voilà, donc on aura un forum qui va regrouper autour de 200-250 personnes pour une première édition. Je pense que c'est une forte réussite. Le directeur général du CEPICI, interrogé par votre envoyé spécial, Sylvie Touré. Et sur place, c'est officiel, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une ambassade au Portugal. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan l'a inauguré hier en présence d'officiels portugais, membres du corps diplomatique vivant au Portugal et des Ivoiriens installés au Portugal. La Côte d'Ivoire a pour l'occasion exprimé sa reconnaissance aux 2 consuls qui assuraient la représentation à Porto et à Lisbonne. Ils ont été élevés au rang d'officiers dans le mérite national. Le nouvel ambassadeur Fana Théodore Kofi a promis œuvrer au renforcement des liens entre les 2 pays. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Portugal est située à Lisbonne, dans le quartier Restelo. À 13h04, aujourd'hui, c'est la journée des femmes qui ont perdu leur mari, leurs époux. C'est la journée mondiale des veuves. Elles sont parfois chassées de chez elles avec leurs enfants. Elles sont privées de biens de leurs époux. C'est donc une journée pour changer la vie des veuves, une incursion dans le milieu des veuves avec Serge Kolia. Ramata Tapsoba, veuve âgée de plus de 80 ans, vit au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Elle a perdu son mari, cela fait aujourd'hui 26 ans. Depuis le décès de son homme, elle ne s'est plus véritablement retrouvée et avec elle, ses 8 enfants, dont un seulement mène une activité. Après le décès de mon mari, je n'ai pas eu moins pour équiper mes enfants. Ils battaient à l'école, mais je n'ai pas eu moins parce qu'ils n'ont pas continué à l'école. Donc ils sont restés. Sans moyens, cette femme, dans le dénuement, s'accroche à la vie. Quand je suis malade, en tout cas, on me donne ordonnance, je n'arrive pas à tout payer. Si mon fils a eu, il paye un peu, moi aussi je débrouille et paye les restes. Si je n'ai pas eu aussi, c'est qu'il a payé et me soigne avec. Seul, avec ses petits-enfants, Ramata ne compte que sur la providence pour combler ses espoirs. C'est que nous on veut, en demandant à Dieu,
Ce que vous avez eu pour nous donner, tout ce que vous avez gagné, donnez-nous. Ce que Dieu vous donne, vous n'avez qu'à nous donner ça, parce qu'on n'a pas de moyens. Toutes les veuves ne sont pas logées à la même enseigne, fort heureusement. Thiès Djoumansi et ses 4 enfants résident à Yopougon, Trois-Rouges. La veuve se souvient de ce jour sombre du 1er avril 2006. Son époux s'est éteint subitement, emporté par un AVC. Professeure d'anglais dans un lycée de la place, elle s'en sort plutôt bien dans l'éducation et la prise en charge de sa progéniture. Thiès Djoumansi a des réalisations. Elle a également des projets et se dit pleinement épanouie, malgré son statut de veuve. Je n'ai vraiment pas d'ennui, ni avec ma belle famille, ni avec quiconque. Mais le quotidien des mamans, ce n'est pas facile. Quand vous donnez 2 kilos de riz à une, plus un sachet d'huile, en partant, là, l'impression qu'on va la poursuivre pour lui arracher encore, parce que c'est la misère totale. Nous avons des veuves qui ont été traumatisées pendant les cérémonies de veuvage, qui ont été battues, qui ont été dépouillées de tout. On en a une qui avait même été jetée en prison. Les enfants n'ont pas à manger, puisque la maman ne travaille pas, le papa ne vit plus. Ils sont obligés de s'adonner à n'importe quel vice. Et c'est dangereux pour la sécurité de la nation. D'une veuve à une autre, allons à la rencontre de Thérèse Bié, commerçante de produits vivriers à Yopougon, Sikoji. 24 ans après la mort de son mari, elle continue de se battre pour le devenir de ses 3 enfants. Ça n'a pas été facile, mais elle est décédée quand les enfants étaient encore très mineurs. Mais je me suis battue. Mon activité me permet quand même par jour de gagner 20 000 francs. Cette femme battante est un modèle de volonté et de courage. Mon projet vraiment, c'est de construire une maison. Et je vais construire cette maison. Moi, je lance un message à toutes les femmes veuves. Une veuve ne doit pas être une femme qui fait pitié. Une veuve doit être une femme qui se bat, comme si son mari était encore vivant. Ramata Tapsoba, Thiès Djoumansi, Thérèse Bié, 3 veuves, même destin, mais fortunes diverses, pourrait-on dire. À travers le monde, quelques associations œuvrent à la défense des droits des femmes après le décès de leur mari. L'ONG chrétienne Minoge, le ministère international de la nouvelle génération, basé en Côte d'Ivoire, en est une. Il faut imaginer une veuve, par exemple, qui est au village, elle n'a rien, elle n'a personne, elle est malade et elle meurt comme ça, dans la solitude, abandonnée. Il y en a parce qu'elle ne gagne même pas à manger, elle meurt de faim. Ignorées par la plupart des organisations de la société civile, les veuves sont pourtant victimes des misères les plus inimaginables. Les Nations Unies estiment à 245 millions les veuves dans le monde. 115 millions d'entre elles vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Pour donner une reconnaissance à la situation des veuves, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 23 juin de chaque année Journée internationale des veuves. Hommage aux veuves qui se battent au quotidien. À plus de 230 km d'Abidjan, les femmes qui ont encore la chance de vivre avec leurs époux sont célébrées. On connaît la fête des mères, on connaît aussi la fête des pères, mais là, on parle de la fête des couples. C'est une fête qui célèbre monsieur et madame au même moment. 700 couples ont donc été honorés, un événement initié par le maire de Yamsokro pour promouvoir l'union pour un encadrement familial propice à l'éducation des enfants. Images et commentaires, Astou Touré. La mairie de Yamsokro se met au-dessus du genre. 700 ménages ont reçu des présents à l'occasion de la fête des couples à Yamsokro. Une fête instituée par Jean Kwaku Kwadio Nyilongbe, maire de la commune. En substitut de la fête des mères et des pères, l'initiateur entend magnifier le couple qui rassemble les 2 entités. Le couple en tant que noyau, cellule porteuse de l'éducation des enfants. On prit part à cette manifestation les chefs traditionnels ou religieux, cadres de la région, présidents d'associations, tous venus avec leurs conjoints recevoir des présents de la part de Jonas Konon Yaoura, représentant du maire, et de Yacouba Koulibaly, parrain de la cérémonie. Le parrain a insisté sur le rôle fédérateur du père et de la mère dans l'union et l'entente et s'est engagé à toujours soutenir les actions de solidarité et de partage. Jonas Yaoura Konon, également adjoint au maire, a mis l'accent sur la complémentarité de l'homme et de la femme dans la procréation, l'éducation, l'accompagnement des enfants. Devenue une institution dans la région, la fête du couple a réuni 500 participants l'an dernier contre 700 pour cette 2e édition.
Autre sujet, une forte délégation de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels était récemment dans la sous-préfecture de Sokoro, dans le département de Minignan. La délégation a apporté sa compassion à la famille du défunt chef de canton de Minignan. La délégation a aussi exhorté la population à l'union et à la paix pour construire la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. Kenengbara, localité de la sous-préfecture de Sokoro, département de Minignan, a accueilli la délégation des rois et chefs traditionnels en visite dans la région. Elle est allée dans cette localité pour apporter sa compassion suite au rappel à Dieu du chef de canton de Minignan. Elle a profité de l'occasion pour expliquer le rôle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et a appelé la jeunesse au civisme et au travail pour lutter contre la pauvreté. Pour les rois et chefs traditionnels, seul le travail dans l'union, la paix et la cohésion peuvent permettre de construire la Côte d'Ivoire. La chefferie traditionnelle de Minignan a pour sa part sollicité l'intervention de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans le règlement des conflits de la région du Folon, à savoir les conflits transfrontaliers de Weli, de Mahadinana, et bien d'autres. Elle a également soumis à la délégation l'épineuse question du manque d'eau potable à Minignan. Les rois et chefs traditionnels ont dit prendre bonne note et promis de rendre compte de toutes ces doléances aux autorités compétentes. Autre sujet est ici à Abidjan. La Commission nationale des droits de l'homme jette un regard sur ses actions de protection et de promotion des droits des populations en Côte d'Ivoire. La présidente Namizata Sangaré a évalué le travail de 100 commissaires issus de 20 régions de la Côte d'Ivoire. Les membres de la commission ont été appelés à plus d'ardeur, nous dit Serge Kolia. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, appelle ses membres à plus d'engagement dans la protection des droits des citoyens. Aux 100 commissaires régionaux et centraux venus de 20 régions de la Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré, la présidente, a présenté un bilan jugé mitigé. C'est dans la même dynamique que la nouvelle présidente, qui a une nouvelle vision. Il y a l'ONICI qui parle. Donc, en plus du fait qu'on est sur terrain pour les violations des droits de l'homme, mais nous prenons encore une large relève, qui est celle de la mission de l'ONUCI. Je pense que c'est une bonne idée de nous appeler pour qu'on puisse échanger sur le fonctionnement, sur ce qu'on veut de notre commission, pour qu'on puisse arriver à un état où il y aura moins de violations des droits de l'homme. Pour améliorer les performances en matière de droits des populations, plusieurs axes des missions de la CNDHCI ont été rappelés aux commissaires. Historique des textes fondateurs, violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mission des commissions régionales, nouvelle vision de la CNDHCI, collaboration avec les forces de l'ordre sont autant de thèmes qui ont été évoqués. Des thèmes qui vont contribuer à renforcer techniquement la capacité opérationnelle des différents représentants. On attend que tout ce qu'elle a dit dans le discours se concrétise parce qu'on a besoin de moyens financiers pour pouvoir aller sur le terrain parce que la région est vaste. Il faut couvrir toute la région, mais il faut les moyens financiers. Les commissions régionales sont les organes de proximité qui permettent à la CNDHCI d'avoir une vue générale de la situation des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. La fiabilité et la crédibilité de leurs actions sont d'une importance capitale, a souligné la présidente. Au terme de la rencontre, des propositions seront faites au gouvernement. En santé, les ronflements sont considérés comme courants chez les gros dormeurs, mais dans certains cas, ils constituent un signe d'apnée du sommeil. Les apnées du sommeil se manifestent par des arrêts involontaires de la respiration au cours du sommeil, un trouble encore peu diagnostiqué qui favorise les maladies cardiovasculaires. C'est pour mieux connaître les signes que des pneumologues de l'espace francophone sont formés. Ami Sissoko. Dormir tout en faisant du bruit, c'est le quotidien de nombreuses personnes, perturbant ainsi leur sommeil et celui de leur entourage. Ce syndrome, c'est l'apnée du sommeil. C'est ma femme qui me dit chaque matin, de temps en temps, je te vois ronfler la nuit. Ça m'indispose un peu, le fait que je dérange ceux qui sont à côté de moi à cause de mon ronflement. Comment poser le diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil? L'expérience ici avec le patient combatté.
Des capteurs sont donc mis au niveau du cou, des doigts et du thorax. Il s'agit d'analyser tous les mouvements respiratoires pendant le sommeil. Le patient, pendant la nuit, va s'arrêter de respirer de manière répétée, ce qui va avoir des conséquences sur son éveil, sur son état de santé. Après l'enregistrement, on va récupérer tout un ensemble de signaux que le médecin va devoir interpréter. On va savoir comme ça si le patient a besoin d'un traitement ou n'a pas besoin de traitement. Le ronflement et la somnolence sont les deux signes majeurs de la maladie du sommeil. Et les personnes obèses sont les plus touchées. Ces troubles-là, c'est dû au fait que la langue qui est dans la bouche va chuter au niveau de l'arrière-gorge. Et donc ça va bloquer la respiration. C'est un problème de santé publique parce que vous multipliez par 2 à 3 toutes les complications cardiovasculaires. Tout ce qui est infarctus du myocarde, infarctus du cœur, donc tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Maladie de santé publique sous-diagnostiquée. D'où cette formation de la Société de pneumologie de l'espace francophone et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie. En Afrique, on n'a pas des chiffres exacts donc, sur le plan épidémiologique, mais très probablement cette maladie serait même plus fréquente que dans les autres régions du monde. Les médecins non informés peuvent passer facilement à côté de cette pathologie. Le ronflement, la somnolence, la fatigue et les migraines sont des signes de l'apnée du sommeil. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes font des apnées du sommeil. Au chapitre éducation, aujourd'hui, 4e jour de l'examen du BEPC et 3e jour des examens de l'enseignement technique, le lycée municipal de Diabo, rebaptisé lycée Nana Kissi Beniwa Fulbert de Diabo, un hommage aux actions de développement initiées par l'ancien député maire de Diabo. Hommage lui est rendu par le ministre Nyamia Konan qui a invité les cadres de Diabo à œuvrer pour le rayonnement de leur localité. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Lycée Nana Kissi Beniwa Fulbert de Diabo, c'est désormais la nouvelle appellation du lycée municipal de la localité. En 1989, pour éviter le déplacement des écoliers admis en 6e au lycée municipal de Botro, que Kissi Beniwa Fulbert, alors député maire de Diabo, a lancé la construction de cet établissement secondaire. C'est pour rendre hommage à cette personnalité que les cadres et la population de Diabo ont décidé de rebaptiser le lycée. Cette nouvelle appellation a été rendue publique au cours d'une cérémonie initiée à cet effet. Les différents intervenants ont salué les actions de développement de Kissi Beniwa Fulbert. Ces cadres se sont engagés à continuer son œuvre en faveur du développement. C'est une cérémonie de gratitude envers un grand bâtisseur. Oui, gratitude. Pour ne pas l'oublier, pour ne pas oublier ses actions. Un sentiment de joie qui nous anime parce que j'avoue que prendre cette initiative d'honorer les icônes, non des moindres, et voir nos vœux se réaliser, je ne peux qu'être ému. Le ministre Nyamia Konan, parrain de la cérémonie, a pour sa part exhorté le peuple glo à l'union, à la fraternité et à la cohésion, socle de tout développement. Le lycée Nana Kissi Beniwa Fulbert de Diabo a plus que jamais besoin du soutien des filles et fils de Diabo pour sa réhabilitation. Pour encourager l'excellence dans cette école, les meilleurs élèves au titre de l'année scolaire 2015-2016 ont été récompensés. Final concours inter-école au lycée Mami Adjoa de Yamsokro, initié par l'ONG internationale Save the Children. L'art dans toute sa dimension est mis en exergue. Spectacle apprécié par les autorités administratives et politiques. Reportage Charles Tatou. Save the Children s'appuie désormais sur les arts et la culture pour véhiculer ses messages de sensibilisation sur le paludisme et les pratiques familiales essentielles en milieu scolaire. En collaboration avec la direction de la vie scolaire, la structure internationale a initié au titre de l'année 2016 un concours inter-école de chant choral, poésie, dessin, théâtre et génie en herbe. 122 écoles primaires issues de 6 directions régionales, Abidjan 3, Bouaké 1, Bouaké 2, Man, San Pedro et Yamoussoukro, se sont donc lancés dans cette compétition. Les phases régionales ont permis de sélectionner 29 troupes finalistes composées de 165 élèves et 35 encadreurs. Les activités relatives à la finale du concours
ont eu pour cadre le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Responsables des deux structures co-organisatrices et autorités locales ont mis en exergue l'importance de ce concours dans les activités de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Les élèves, eux, se sont illustrés au cours de ces épreuves devant un jury composé de professionnels des arts et de la culture. Les délibérations du jury ont déclaré vainqueur l'Institut LKM de Yopougon pour le chant choral, le groupe scolaire Sojefia 4 pour la poésie, EPP Kokumbo 4 de Yamoussoukro pour le dessin, EPV Saint-Ange de Yopougon pour le théâtre et EPV Saint-Étienne d'Abidjan 3 pour l'épreuve de génie en herbe. Les élèves ont enrichi leur séjour avec une visite guidée de la basilique Notre-Dame de la Paix. Parlons développement avec un chèque de 100 millions de francs CFA remis aux femmes de Makori pour leur autonomisation. Il s'agit de la troisième partie de l'enveloppe de 300 millions de francs CFA prévue par la mairie de Makori. À cet effet, l'opération s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé « Le chômage n'est pas une fatalité » initié par la mairie de Makori à l'endroit des femmes et des jeunes. Franck Quadio pour plus de détails. Après les deux chèques de 100 millions de francs CFA remis chacun en 2014 et 2015, le maire Raoul Abi et le conseil municipal de Makori tiennent promesse en octroyant un troisième chèque de 100 millions CFA pour l'année 2016, soit une enveloppe globale de 300 millions CFA pour le financement des activités des femmes de Makori en vue de leur autonomisation financière. 3 ans après, ce sont des centaines de femmes qui ont bénéficié de cette opération dénommée prêt avec taux de remboursement zéro. Ce fonds est destiné à terme à constituer une structure de financement autonome pour les activités des femmes de la commune. Le premier magistrat de Makori, dès son arrivée à la tête de la commune en juin 2013, a placé l'autonomisation des femmes au cœur de ses priorités. Pour le conseil municipal, soutenir les femmes, c'est contribuer à solutionner des problèmes dans les familles, vu l'importance des femmes dans leurs différents ménages. La présente opération entre dans le cadre du projet « Le chômage n'est pas une fatalité » lancé en 2014 avec pour ambition réduire le chômage dans la commune. Il comprend entre autres une opération de prise en charge scolaire pour les élèves issus de familles démunies ainsi qu'une opération de bons de permis de conduire gratuit pour les jeunes. Les femmes n'ont pas reçu que ce chèque de la part du maire Raoul Abi. Elles ont également reçu des cadeaux en nature. Démarrage des travaux de construction du marché d'Aouyansou dans la commune de Boaké. Cérémonie de pose de première pierre d'un marché d'un coût total de 1,5 milliard de francs CFA qui sera livré dans 8 mois. Reportage Maria Kobi, commentaire Kader Sogodobo. 483 étals, 149 box, 102 magasins. C'est bientôt le visage qu'affichera le marché du quartier Aouyansou dans la commune de Boaké. Ce marché d'une architecture moderne sera construit sur un terrain d'une superficie de 5500 mètres carrés. La pose de la première pierre de cette infrastructure, qui marque le démarrage des travaux de construction, a réuni toutes les forces vives de la ville de Boaké. Cet édifice, lieu d'échange et d'amélioration du pouvoir d'achat des populations, est un projet cher au premier magistrat de la commune de Boaké. Pour Djibo Youssouf Nicolas, cette pose de première pierre est symbolique. Nous avons dépassé le stade des discours, le stade des visions. Sur le site de l'ancien petit marché d'Aouyansou, nous sommes dans l'action, nous sommes dans le concret et nous faisons sortir les murs de terre. La pierre que nous posons est plus qu'un événement, c'est un symbole. Le symbole de notre ambition, celui de l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de vous en 2013, au moment où nous prenions les rênes de l'appareil communal de la ville de Boaké. Nous avons fait le serment de mettre à votre disposition des infrastructures socio-économiques novatrices, dignes de cette Côte d'Ivoire nouvelle, résolument engagée sur la voie de l'émergence. Le marché du quartier Aouyansou, dont les coûts des travaux s'élèvent à 1,5 milliard de francs CFA, sera livré dans 8 mois. Après suivra la construction de celui du quartier Air France.
Dans le domaine de l'agriculture, à Bondoukou, l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation vient de faire son bilan. Plusieurs projets ont été réalisés, mais des difficultés ont été aussi signalées, notamment concernant la défection des entreprises sélectionnées par appel à concurrence. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 53 microprojets intervenant dans le domaine du riz, du maïs, des maraîchers, de la transformation et de la commercialisation qui ont été appuyés par le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom, antenne de Bondoukou. Des sites ont été aménagés, du riz produit. Des sites visités par les autorités de Bondoukou. Selon le chef d'antenne, des difficultés dans la réalisation des projets sont à déplorer, notamment la faible pluviométrie, les longues procédures de passation de marché pour certaines acquisitions, la restructuration du personnel en 2015 et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, face à toute cette situation, face à ces contraintes par rapport aux aménagements, il a été décidé, face aux entreprises qui sont défectueuses, de confier tout le package des aménagements. Pour faire face à ces contraintes, les responsables ont décidé de faire appel au BNET pour l'aménagement des sites sur la base d'un chronogramme. Nous avons visité les sites. C'est vrai, ils ne sont pas encore achevés, mais nous constatons déjà que nous sommes en plein pied dans l'exécution de ce projet-là. Le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation a été initié par l'État de Côte d'Ivoire avec un financement du Fonds international de développement agricole FIDA. Il a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et stimuler la croissance économique dans les districts de la vallée du Bandama, des Savanes et du Zanzan. Un mot de religion en bref concernant le pèlerinage à la Mecque. 51 pèlerins ont pris leur vol hier pour la Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque. Le retour se fera le 8 juillet prochain. Quant au Hajj 2016, il aura lieu du 2 au 19 septembre prochain. Hors de nos frontières, Moïse Katumbi, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle de novembre en République démocratique du Congo, a été condamné mercredi à 3 ans de prison par contumace, ce qui le rend inéligible. Il est accusé d'avoir spolié un opérateur grec de ses biens. Son avocat accuse l'un des juges d'avoir pris sa décision sous pression. Plus de 46 millions de Britanniques votent ce jeudi 23 juin pour ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, une décision qui pourrait changer le cours de leur histoire et celui de l'Union européenne. Le résultat final devrait être connu demain vendredi. Kader Ouattara, Abou Sanogo. Remain or leave, rester ou partir? C'est à cette question que doivent répondre les 46 millions d'électeurs britanniques appelés ce jeudi à se prononcer pour ou contre le maintien de leur pays au sein de l'Union européenne. D'ores et déjà, le résultat de ce scrutin aux multiples enjeux paraît incertain, tant les deux camps semblent être au coude à coude. Dès 7 heures, heure locale, les bureaux de vote ont ouvert et ils refermeront leurs portes à 22 heures. Le résultat officiel, quant à lui, sera proclamé demain vendredi dans la matinée. Dans le même temps, tous les regards sont tournés vers la City, la grande place financière de Londres, car les marchés financiers risquent de se montrer volatiles face au choc du Brexit. Quelle que soit l'issue, ce référendum aura de toute façon changé la relation entre Londres et Bruxelles. Notons que le vote se déroule une semaine jour pour jour après le meurtre de la députée travailliste Jo Cox, qui militait pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. En France, pour terminer, les opposants à la loi travail manifestent une nouvelle fois ce jeudi à Paris, une manifestation interdite dans un premier temps par le gouvernement avant que les syndicats ne réussissent à arracher le droit de défiler, mais ce sera sur 1,6 km et le cortège est très encadré. Plus de 2000 agents de police sont mobilisés. Le président français François Hollande a réaffirmé ce jeudi sa volonté d'aller jusqu'au bout sur la loi travail. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.